La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0 collaboratif et un peu perché, d'Hélène du Guézou. Je dédie avec beaucoup de tendresse ce tout premier épisode à notre ami Yann Salin, à qui cette fantaisie n'aurait sûrement pas déplu. Épisode 1. Mais qui va nourrir le Drosera? Lorsque je me suis écroulée sur le plancher, avant de sombrer, j'ai pensé concomitamment à deux choses. Qui va nourrir le Drosera? Et aussi, est-ce que je vais réussir à ravoir mon plancher en point de Hongrie? Car mon sang se répandait lentement sur les lames de chêne, m'auréolant d'une lourde flaque visqueuse. J'ai toujours eu le sens des priorités. Du bruit, beaucoup. De la lumière violente. Des odeurs écœurantes. Je flottais. J'étais si lasse de cette fatigue qui vous envahit depuis les soubassements de l'humanité, de cet épuisement qui écrase et précède un effondrement ou une disparition. NFS, Yono, gaz du sang. Et puis, j'ai pensé aux enfants, enfin aux miens, avec une sorte de tendresse épuisée et un amour infini. Bon, je suis d'accord, ils sont grands. Depuis si longtemps. C'est fou comme le temps passe. J'en avais même les larmes aux yeux et le cœur déchiré. Et ça m'a quand même alerté. Quand je me dis ce genre de choses, lorsqu'émergent ces pensées géniardes, lorsque s'imposent ces idées imbéciles, proférées comme autant de portes ouvertes enfoncées sur le néant, c'est qu'il y a, à minima, un problème. Et puis mes pensées se sont à nouveau tournées vers les enfants. Hier encore, ils étaient dans le creux de mes bras, franchissaient la porte de la grande école, s'installaient dans la vie, devenaient parents. On fêterait bientôt l'anniversaire d'Arthur, mon petit-fils. Ah mince, c'est demain. Il faut lui trouver un cadeau. La quadrature du cercle. Le cadeau parfait, donc impossible, qui comble nos exigences de boomer et séduit les aspirations de ses 12 ans. À moins que ce ne soit ses 13 ans. Qu'il était fatigant, cet ouragan d'anniversaire qui s'abattait toute l'année avec ses âges qui changeaient tout le temps. Ces anniversaires et ces Noëls qui me tombaient dessus sans crier gare avec la régularité d'un métronome infernal. Quand je me précipitais, quelques minutes de la fermeture de l'Ivresse des mots, la librairie de l'Ampoule Guimillot, à la veille de chaque anniversaire, avec mon air de victime innocente prise traîtreusement de court, ma libraire, que ça n'amusait plus depuis longtemps, levait les yeux au ciel et glissait sans un mot sur son comptoir un panel d'ouvrages susceptibles de séduire Jules, mon mari, ou mes enfants, ou mes petits-enfants. Elle y avait pensé, elle. Et il y en avait une autre qui levait les yeux au ciel. C'est Mathilde, ma meilleure amie. Les ligues, il y a une forme d'art dans ton inorganisation systémique, disait-elle souvent. Depuis toujours, Mathilde m'agace prodigieusement. Elle est parfaite. Et c'est parfaitement insupportable. Mais c'est ma meilleure amie. Du moins, c'est ce qu'on dit. Fréquence cardiaque. Attention, la tension chute.
Et puis, j'ai pensé à la correction inachevée de la pile de copies. Oui, celle que j'ai posée en équilibre sur l'angle de mon bureau. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez déjà remarqué ça? Une pile de copies qui tombe ne tombe jamais en bloc proprement, avec discipline. Ah non! La pile a soudain des velléités forestières et disperse nonchalamment les copies sur la plus grande surface possible, un peu comme les feuilles roussies d'un chêne centenaire à l'automne. On les entendrait presque ricaner. Et c'est ce qui s'est passé, inéluctablement. Les copies se sont éparpillées sur mon joli parquet en point de Hongrie. Je me suis souvenu que c'est mon imbécile de chat qui les avait d'ailleurs fait tomber, et que je n'avais pas pu les ramasser. Pourquoi diable? C'était assez flou. Mais qu'est-ce qui a bien pu m'arriver? Hypovolémie! On passe 2 kilos de Honeg! Et puis j'ai aussi songé à mon dernier roman, toujours en chantier. Je réussissais pas à lui trouver le titre. Un titre qui claque. De plus, sa fin me donnait vraiment du fil à retordre. Me filait entre les doigts. Tant pis. Je me suis dit que c'était un art délicat que celui de conclure un polar. Car l'on navigue à vue entre deux pôles. D'une part, le plaisir intense du lecteur qui boit du petit lait dans l'attente que les hypothèses qu'il a émises tout au long de sa lecture soient validées, avec son corollaire improbable, la jouissance d'avoir été totalement mystifié, et d'autre part, sa frustration devant la résolution de l'équation que l'auteur distille au compte-gouttes en authentique tortionnaire. Le lecteur en veut pour son argent, quand bien même il n'a pas déboursé un centime pour acquérir ce livre d'ailleurs, qui lui a été offert ou qu'il l'ait déniché dans une médiathèque cosy ou dans une boîte à livres moisie. C'est absolument certain. Si la mise en place d'une intrigue est assez aisée, la résolution renversante que je me dois in fine d'apporter me vaut chaque fois de véritables sueurs froides. Et je me suis dit que, dans un polar, le véritable suspense ne réside pas dans la question qui a fait le coup, mais plutôt dans celle-ci. L'auteur est-il un manipulateur assez vicieux? Et ça met quand même une sacrée pression sur l'auteur, non? Tout ça, ça n'atteint pas Mathilde, jamais. On se connaît depuis toujours. On vivait dans le même quartier du centre-ville brestois, on était dans la même classe, on passait nos vacances ensemble, dans les jolies résidences secondaires de nos grands-parents au Trésir. Nos parents se fréquentaient toute l'année, les deux couples frayants, dans l'entre-soi bourgeois des 30 glorieuses. Nos vies étaient des calques. Ah, que c'est loin tout ça. Il me semble qu'on s'est construites l'une et l'autre en miroir. Elle écrit des romans aussi. Moi, j'écris en dilettante. Elle, c'est une stakhanoviste du clavier. Chaque point final entraîne le démarrage immédiat d'un nouveau manuscrit. Elle a lâché le polar et n'écrit désormais que de la dark romance, au motif que c'est dans l'air du temps. Elle a toujours 2 ou 3 romans en chantier, 2 ou 3 romans d'avance, et promeut 2 ou 3 titres de front. Elle m'épuise. Et puis mes pensées, comme une volée des tourneaux dans un ciel d'hiver, sont revenues vers mon imbécile de chat. De quoi avait-il eu peur pour envoyer s'éparpiller sur le sol ces maudites copies? 1 milligramme d'adré! Je m'enfonçais, inexorablement, lentement, dans une ouate soyeuse, sourde et muette, enveloppante, qui m'avalait maternellement. J'étais bien. Je ne sombrais pas, non. On dit cela d'un navire à la coque crevée et d'un naufrage sans espoir. Moi, je lâchais tout simplement prise pour me mettre à l'abri. Et c'était bien. La stridence s'estompait, la lumière se tamisait, les odeurs métalliques se dissipaient, les mains impérieuses ne me secouaient plus, les voix s'éloignaient. Un genre de paix m'a enveloppée, comme un voile léger. Oh oui, j'étais bien. Enfin.
Et puis tout ce tapage a repris. Mais qu'est-ce qui a bien pu m'arriver? La question revenait en boucle, et le vacarme devenait chaque seconde plus net. Les lumières aveuglantes, les odeurs écœurantes, les alarmes lancinantes, les mains impatientes, et cette voix impérieuse. Madame, madame, vous m'entendez? Restez avec moi, vous m'entendez? Fibrillation ventriculaire. Je me suis dit que je n'avais pas du tout envie de rester avec la voix, ni aucune envie de lui répondre d'ailleurs. Non mais fichez-moi la paix, bon sang. Et puis, je ne parle pas aux gens que je ne connais pas. Je suis si fatiguée. Madame? Madame, les ligues! N'essayez pas de parler, serrez simplement ma main. Faites un effort, les ligues. Bon, la voix connaît mon prénom, on peut donc considérer qu'on a été présenté. J'essaie de serrer cette main qui tient la mienne, mais bon sang, que c'est difficile. Oui, c'est bien, bravo, les ligues. On va s'occuper de vous. Vous êtes à l'hôpital, aux urgences. Je suis Viviane, la médecin de garde. On s'occupe de tout. On s'occupe de vous. Restez avec moi, les ligues. Mais j'ai beau essayer d'obéir, j'ai beau tenter encore, je glisse, je plonge à nouveau et c'est bien plus confortable. Rideau. Asystolie! Je sais que j'ai perdu beaucoup de sang. Je sais que mon cœur s'est arrêté de battre. J'entends ce silence sépulcral en moi-même. Oh, ça fait drôle. Je ne m'entends plus. Je ne me sens plus, je ne sens plus de pulsation. Alors ne me demandez rien, hein, je ne vois ni tunnel, ni lumière blanche et douce. Tiens, me revoilà à moi-même, j'ai l'impression de nicher dans une bulle douce. Et toujours ces lumières, ces bips, ces odeurs. Ouvrir les yeux est une véritable épreuve, que je ne réussis pas. Du moins, pas du premier coup. Je m'accorde du répit. Il me semble que j'ai tout le temps. Je me demande où est passé le chat. Mais qu'est-ce qui a bien pu... Qu'est-ce qui a bien pu m'arriver? Arrêt cardio-respiratoire, réanimation cardio-pulmonaire, défibrillateur, on charge. 1 milligramme d'adré, on choque. Bon, on arrête tout. Heure du décès, dimanche, 23h59. Oh, c'est bête. À 1 minute près, je mourrai demain, et même la semaine prochaine. Mais qui va nourrir le Drosera?